Buon pomeriggio, un saluto. Bon après-midi. Bon après-midi à tous ceux qui sont ici et à ceux qui sont en direct connectés. Et à ceux que nous vont regarder plus tard, peut-être, dans les prochains jours. C'est une année de bilan et de regard vers l'avenir. C'est comme si tout d'un coup, tout ensemble, c'est arrivé le moment de juger les premières décennies du siècle et de comprendre ce qui va nous attendre de les années 20 qui vient de commencer à explorer. Donc la pandémie, probablement, comme on a dit souvent ces jours au meeting, a été ce qui nous a bloqué en fait et nous a obligés à réfléchir à ce qu'on a vécu les premières 20 années. Et une autre tragédie comme celle de l'Afghanistan nous pousse à regarder au choix géopolitique de ce moment, au choix fait par l'Occident et surtout en se rapprochant maintenant que l'anniversaire du 11 septembre se rapproche. Donc, on ne s'est pas trompé de rencontre. On parle de géopolitique, on parle de faits qui se sont passés ces derniers 20 ans, car pendant ces derniers 20 ans, de manière parallèle et intégrée, de manière à conditionner les événements, tout a changé aussi dans le monde de la communication, dans le monde de la technologie et de l'information. Et on peut dire que ce changement de l'écosystème numérique dans lequel on est immergé a accompagné souvent et a déterminé souvent plusieurs des phénomènes qu'on a vécus et qu'on est en train de vivre depuis que ce siècle très bizarre a commencé. Au début du millénaire, il y avait de la confiance dans la technologie. Et la technologie numérique était vue comme une possibilité positive de tout phénomène et de facteurs en cours et des dynamiques. Et on l'a pensé comme quelque chose qui pouvait apporter du progrès concernant la politique, l'économie et plusieurs d'autres phénomènes. Si vous vous souvenez, les premières années de Google, il avait comme phrase « ne pas faire du mal ». Et les réseaux sociaux, pendant les premières années, pendant la première période, étaient vus comme protagonistes. Ils ont été des protagonistes de plusieurs révolutions. On peut penser à la guerre dans les pays arabes, par exemple. Donc, on ne peut pas nier que tout ça s'est passé. Mais quelque chose s'est cassé, quelque chose a changé, ou peut-être quelque chose a émergé tout au cours des années, quelque chose qui était déjà à l'intérieur de ces phénomènes, qui se sont développés au début de ces premières années, mais qu'on n'avait pas perçu. Donc, le dialogue qu'on veut faire aujourd'hui, et maintenant je vais vous présenter les invités, veut être une tentative de comprendre ce qu'on apprend et ce qu'on a appris pendant ces premières 20 années et comment regarder aux décennies qui nous attendent et comment nous éduquer, comment à regarder l'avenir et en tenant dans l'esprit et dans le regard une possibilité d'utiliser le réseau, les réseaux sociaux ou le web en général avec des caractéristiques différentes. Et cela peut nous permettre, il serait bon, d'avoir encore une positivité qui était là peut-être au début de cette saison que l'on est en train de vivre. Donc, comment la révolution
numérique pourrait être les prochaines années un compagnon du chemin, de ce type de chemin humain qu'on est en train de faire ensemble. Et ne pas être vu, au contraire, avec des angoisses avec lesquelles souvent on regarde ces phénomènes. Et donc, pour parler de ça, on a aujourd'hui ici avec nous 4 invités. Et c'est le numéro parfait pour faire face à ce projet. On commence avec Roberta Cocco, qui est assesseure de la transformation numérique au service civil de la Commune de Milan. Elle a fait aussi un parcours concernant les sociétés numériques informatiques. Et elle enseigne aussi à l'université. Donc, bonsoir à l'assesseur Coco. Et merci pour l'invitation. Connecté en distanciel, on ne sait pas de quelle partie du monde, mais en tout cas avec nous, il y a le professeur Derek de Korkov, sociologue académique et directeur scientifique du magazine digital Média 2000. Et depuis plusieurs années, protagoniste de ce débat de thèmes sur la technologie. Bienvenue, professeur. Merci. Merci pour l'invitation, parce que c'est pour moi une occasion importante. Et avec nous ici, on a Enrico Gentina, coordinateur de civilité numérique et organisateur de TED Torino et d'autres choses qu'il va nous raconter. Donc, bienvenue. Et finalement, Massimo Russo, directeur de Esquire Italia et Chief Product Officer pour l'Europe du groupe Est. Avec un long parcours dans le monde de l'éditorie, il a été directeur de Wild et du groupe Jedi et beaucoup d'autres choses. Et depuis quelques années, il est aussi observateur de ces phénomènes qu'il a aussi connecté dans un livre duquel il va nous parler peut-être. Mais je pense que c'est vraiment très utile pour faire ce parcours. Donc, bienvenue à Massimo. Je voudrais partir en posant la question au professeur de Kharkov de parler en premier pour réfléchir sur ça et donc de nous aider à comprendre qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 20 années. Si vous êtes d'accord avec ce que je viens de dire à propos de ça. Et quelles sont les criticités que vous avez vues naître et dans la transformation numérique très, très rapide de ces dernières 20 années? Je voudrais donc tout d'abord regarder ces dernières 20 années. Alors, pour moi, c'est une chose un peu décevante. Car à la sortie du dernier millénium, on avait de la confiance dans l'ère numérique. Par contre, dans les dernières 20 années, on a entré encore plus dans une crise épistémologique, peut-être la plus grande de l'histoire, dans le sens que pour une culture qui, pendant plus de 2000 ans, a vécu sur l'écriture, un moyen si révolutionnaire et aussi très révolutionnaire est la culture numérique. Donc la transformation numérique est le moyen d'éliminer le sens, d'effacer le sens de la communication humaine, ou sinon de la communication humaine elle-même, mais sûrement celle communiquée par la machine. Donc le problème de la transformation numérique est qu'elle n'a pas besoin du sens pour effectuer son progrès dans la culture. Ça suffit de penser, par exemple, à la traduction automatique de Google Translate ou d'autres traducteurs.
la chose extraordinaire, et qu'on peut traduire dans toutes les langues sans que ni Google ni d'autres traducteurs la connaissent. Le transformateur digital numérique n'a pas du sens, il n'a pas de la conscience. Et il est en tout cas capable de transformer, de créer une transformation du monde. Et cette chose est vraiment terrible pour l'Occident. Pourquoi? Parce que nous, quand on habite dans le monde occidental, on croit encore que le jeu fait partie de notre nature, qu'il fait partie du don de la vie. Et donc, c'est un produit culturel. Mais le jeu est né par l'écriture. Je voudrais donc souligner certains points. Mais comment le jeu est né? Il vient du fait que l'alphabet grec, et après celui romain, était capable de traduire complètement la langue orale et de l'introduire à l'intérieur. Et à partir du moment où les gens ont commencé à lire et à écrire en silence, et se sont internalisés. Ils ont internalisé la connaissance. Et donc, en même temps, aussi internaliser les sources des décisions, l'ordre de la pensée, la structure mentale. C'est bizarre d'y penser, mais pensez que plusieurs théâtres en Grèce ou en Italie, des théâtres anciens, et que les églises, mais surtout que le théâtre est devenu un moyen de connaissance pour les spectateurs. Et vous qui êtes ici, vous avez encore ce modèle. C'est-à-dire ce modèle pour avoir une conscience intérieure, qui se place sur un monde symbolique. Et à travers l'écriture, la vitesse, l'accélération de la pensée et la personnalisation de la pensée ont été promis. Mais les vrais problèmes aujourd'hui de cette promotion et dans les mondes de l'innovation et de la fonction, les problèmes d'aujourd'hui est que la culture numérique envahit cette intimité. On sait très bien que nous sommes tracés. Et cela veut dire que ce jeu, que normalement dispose d'une fonction cognitive phénoménale, d'une intelligence formidable, désormais est en train d'externaliser tout ça dans les portables, dans l'écran. C'est-à-dire qu'on est en train d'être de plus en plus vide. Et on enlève toutes les fonctions cognitives qu'on avait avant. Et donc, pour le défendre, j'ai essayé de relire On devient en pédagogie, qui concerne Ignazio da Loyola. Les jésuites ont inventé la pédagogie parfaite pour l'alphabet. Loyola et son groupe de conseillers avaient parfaitement compris comment il faut faire pour créer cette aide mentale qui est l'alphabet. Et Ignazio da Loyola a été le modèle d'éducation qui continue à exister et à être si fondamental aujourd'hui pour plusieurs écoles de la pensée moderne. Mais le problème est que, comme ce n'est plus l'alphabet qui domine la culture, car c'est désormais le monde numérique, on se pose la question de quand les jésuites 2.0 arrivent, c'est-à-dire pour aider les hommes d'aujourd'hui, car aujourd'hui, c'est une ère différente, c'est une ère mécanique. Donc tout le monde, on a été mécanisé dans certains moments. Les modèles d'aujourd'hui, les modèles numériques de Avatar. Le modèle d'aujourd'hui est une structure qui est complètement
numérique pour la connaissance. Et l'idée d'attendre une éducation qui soit vraiment fondée sur le 0-1, c'est-à-dire d'enseigner vraiment aux élèves à comprendre ce modèle de culture et organisation mentale, je pense que c'est la chose la plus importante. Rentrer dans un avenir et garder quelque chose qui rassemble encore au jeu. Je vais ajouter le fait que de lire sur le papier, ce n'est pas la même chose que lire sur l'écran. Et donc, moi, je protège cette lecture, car la carte, le papier est la seule place où le regard est fixe. Parce que le regard doit bouger quand il regarde sur l'écran. Et donc, quelqu'un est vraiment gardien du mot quand le regard est fixe. Quand les regards bougent, il n'a pas plus ce contrôle. C'est un peu le début de ce que je voulais dire. Hein. Donc, je pense que c'est une provocation que pour ceux qui travaillent dans le monde de journaux et de magazines est très, très important. Donc, pour protéger les jeux numériques, il ne faut pas oublier le papier. Je prends ces premières réflexions qui est vraiment provocatoire et qui est à approfondir du professeur de Kerkhove. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une approche de jésuite 2.0 pour nous, qu'on a des Pinocchio 2.0. Et je continue et je parle avec Enrico Gentile pour lui demander, mais dans votre expérience, et peut-être en 2 mots aussi, vous pouvez nous la raconter, comment le numérique, pendant ces dernières années, a changé aussi la manière d'enseigner, de communiquer. Et comment le jeu, aujourd'hui, qui est libre de la vie numérique, rend plus facile ce type de rapport? La question qui vaut $1 million, on disait autrefois. Clairement, en ce moment, tous, nous avons de comment le numérique a envahi chaque coin de notre existence. On s'occupe de réfléchir en ce moment sur ce projet qui s'appelle Civilisation numérique. On essaie de réfléchir sur comment hausser le niveau des consciences sur le numérique. Non pas sur l'utilisation des outils, donc ce n'est pas un cours d'ordinateur ou d'alphabétisation informatique, mais il s'agit de hausser le niveau de compréhension sur la conscience de l'influence du numérique dans la vie quotidienne. Concernant le thème de l'enseignement et de la didactique, qui était le sujet sur lequel on était en train de discuter, il y a une question fondamentale qui peut-être pour la première fois on rencontre dans l'histoire humaine, c'est qui possède une majeure compétence numérique, qui sont ceux qui sont nés dans le numérique, ne sont pas ceux qui ont les outils pour l'enseigner peut-être. Donc, il faut maintenant, plus que jamais, il y a une énorme distance entre les enseignants de l'école, qui sont reconnus dans cette école, et ceux qui sont les élèves. On a donc dans la vie quotidienne des enseignants qui disent « Si tu m'envoies un mail, envoie-moi un message parce que je n'ouvre pas la boîte mail toutes les semaines. » Donc, qui avait déjà résolu cette chose
parce que après 5 minutes, après avoir écrit un mail, après 5 minutes, on appelle une personne pour lui demander pourquoi tu ne m'as pas encore répondu après 5 minutes. Donc on se trouve dans deux mondes différents et deux générations différentes, donc avec le rapport avec le numérique. On voudrait penser à la relation entre classe et enseignant, donc avec ceux qui sont avec un rôle d'accompagnateur, de pédagogue, qui sont avec les jeunes, les étudiants, et qui n'ont pas sûrement une préparation dans le numérique, parce que leur préparation s'est passée il y a longtemps. Et donc, ils sont dans un milieu où ce monde du numérique est fréquenté de manière quotidienne. Donc, la question la plus forte, c'est comment faire? On a eu l'occasion avec la civilisation numérique, on a eu la provocation d'avoir une conversation avec des jeunes parents ou des jeunes d'enfants très petits. Et tous ces parents sont toujours très épouvantés, attentifs, parce que ils voudraient vraiment avoir des outils pour comprendre l'ère numérique, que les enfants comprennent mieux. Du moment qu'on a un petit enfant qui va à l'école, on se demande peut-être de trouver un enseignant qui ait aussi une bonne réflexion sur ce type d'ère, le type de l'ère numérique. C'est notre défi actuel de maintenant. Avec les témoignages de Enrico Gentina, on sent sur le terrain et on comprend ce qu'il faudrait faire. Donc, souvent on pense au Bill Beck de ceux qui viennent du web et donc ceux qui prennent de l'enrichissement du numérique, et on pense aussi au Be Folded, donc de donner aux jeunes générations une aide pour s'adapter à ces nouveaux temps, cette nouvelle époque. Je vais demander à Roberta Koch comment elle a vécu ces 20 ans de transformation, qui a vécu à Microsoft au début et ensuite dans les dernières années avec les mains à la pâte dans des lieux numériques plus importants du pays, de notre pays, à Milan, à la commune de Milan, et elle est un peu une conseillère du gouvernement d'un certain point de vue. Je voudrais lui demander donc comment elle a vécu cette transformation de ces 20 années sur la base des inspirations et des choses dont on a parlé maintenant, et sur la base des paroles de Enrico Gentina. C'est très intéressant ce qu'on a dit jusqu'à maintenant par le docteur Gentina et d'Eric de Kerkhove. Ces dernières années, on a vu une transformation complète. Si je pense à ma nouvelle an de l'année 2000, où avec le personnel et les subsidiaries du monde Microsoft, on attendait, étant donné qu'on changeait sur tous les ordinateurs de 1999 jusqu'à 2000, on s'attendait qu'il se passait et ce serait produit vraiment la fin du monde. Donc, à la fin, on a ouvert notre bouteille de crément, on a haussé nos verres, et parce que la technologie n'était pas si monstrueuse comme on se l'attendait. Le monde maintenant a changé radicalement. Je crois que cette dernière année
avec cette pandémie. On a appris beaucoup sur le comment on perçoit un monde qui est en train de marcher, qui est en train de changer, et que peut-être on sous-estime les différents éléments. On a pu voir avec ton introduction des différents thèmes qui sont le thème de la formation tout d'abord. Dans mes dernières 5 années, j'ai décidé de servir ma ville en amenant mes compétences que j'ai eu le privilège d'acquérir avec mon vieux travail. Si en février 2020 on m'avait dit qu'on aurait pu rejoindre tous les citoyens à travers le numérique en leur offrant des services, en recevant des communications, en aidant les écoles avec la possibilité de diffuser l'école numérique, qui a beaucoup de problèmes, mais qui a bien marché pour nos étudiants et pour nos enfants. Moi, j'aurais répondu non, c'est un mensonge. Pourtant, on a réussi cela. Je ne suis pas seulement en train de penser à Milan, je suis en train de parler de beaucoup de villes, beaucoup d'administrations qui, au moment du besoin, ont utilisé le numérique pour ce qu'il devrait être. Donc, ils ont utilisé le numérique comme un outil. Donc, un outil que si bien utilisé, peut vraiment réussir à rejoindre les personnes aujourd'hui. On parle de communication aujourd'hui. Cet outil peut aussi offrir des services, permettre le dialogue. Et grâce au numérique, on a pu continuer de travailler, on a pu continuer d'arriver aux personnes les plus fragiles qui en avaient le plus besoin. Et on a pu aider le monde de l'école à ne pas perdre complètement les contacts. Je voudrais regarder de l'avant, donc dans les prochaines 20 années, recueillir cet héritage et en faire un trésor pour la reconstruction. Un autre thème qui est vraiment très important, que Marco tu as cité, est le thème de la relation entre adultes et jeunes. Les jeunes, au-delà d'être des jeunes qui sont nés dans le numérique, il y a des ados qui sont irrités quand ils entendent qu'ils sont des jeunes qui sont nés dans le numérique. Mais c'est objectif le fait que les ados d'aujourd'hui sont préparés sur le numérique plus que nous. Donc nous avons besoin en ce moment de leur contribution afin que la connaissance du numérique arrive à tout le monde. Ce serait merveilleux de construire tous ensemble des projets de formation où les jeunes peuvent aider qui, à cause de l'âge, à cause des peu de connaissances, n'a pas des bonnes présupposés pour apprendre le numérique si automatiquement. De l'autre côté, nous, les adultes, nous devons enseigner aux jeunes d'utiliser le numérique de manière correcte, donc de parler d'humanisation numérique. Il faut parler de valeurs. Dekerkov disait que l'intelligence artificielle n'a pas de conscience. C'est vraiment ça. Il y a des codes, un système binaire, des séquences de 1 et 0. C'est l'homme qui peut faire la différence, c'est l'homme qui doit faire la différence. Donc je crois que nous, les adultes, nous avons le devoir d'accompagner nos jeunes afin que de cette osmose des consciences, on puisse reconstruire le futur, l'avenir. Je parle maintenant en tant qu'institutrice, pour mon institution de ma ville, on est resté ébahis de voir nos citoyens, même les plus âgés, recevoir des communications même
les moins utiles, de faire des procédures technologiques dans un moment où on avait fait, nous, un effort pour les rendre les plus accessibles les plus possibles. La commune de Milan a dépassé les 90% de certificats anagraphiques de l'état civil, donc de manière numérique. On doit maintenant offrir quelque chose de nouveau. Et le thème de l'osmose, des connaissances, de la complémentarité des savoirs est fondamental aujourd'hui. C'est quelque chose qui doit nous aider pour construire notre avenir. Je vais m'arrêter ici. Merci. Ce souvenir de la Nouvelle An de l'année 2000 m'a fait rappeler que moi aussi j'étais en rédaction ce soir-là. On a vraiment levé les verres en haut parce qu'on a changé le change de millénaire en attendant la catastrophe mondiale, mais elle n'est pas arrivée. On a vu passer 20 années depuis cette Nouvelle An et beaucoup de choses se sont produites et je voudrais prendre une inspiration sur ce qui sont les choses qui nous font peur maintenant, un peu comme cette Nouvelle An qui nous semblait une chose positive au début. Maintenant, on la vit un peu avec de l'angoisse. Qu'est-ce que tu as vu dans ces dernières 20 années, ce changement des scénarios, et comment on peut en sortir de cela? Je le demande à Massimo Russo. S'il n'y avait pas de numérique aujourd'hui, on n'aurait pas pu avoir les vaccins. Les vaccins ont une connaissance globale du numérique qui a pu être possible dans le cas des Pfizer, des Moderna et ainsi de suite, qui a été rendu possible d'être rapide grâce au numérique aussi. Et ils ont été réalisés de manière rapide. Et on ne serait même pas là parce que le système qui nous consentit les suivis anonymes des personnes et d'être donc dans la même salle aujourd'hui et les autres personnes connectées, sans le numérique, cela n'existerait pas. Donc on devrait garder à l'esprit les choses qui vont disparaître s'il n'y a pas le numérique. Ce que tu disais, il est vrai, Marco. Il y a toujours une forme de peur, de crainte qui est liée à notre construction humaine. Donc les hommes sont faits pour percevoir les dangers plutôt que avoir de la raison rationalisée. Parce que dans notre évolution, cela nous a sauvés fois après fois des animaux qui voulaient nous manger et par d'autres événements. Quand il y a des phénomènes si bouleversants dans l'espèce humaine, le professeur Dekerkov faisait référence à comment le numérique est une autre forme de langage totalement différente. Je pense que pour trouver une analogie à ce qui est en train de se passer aujourd'hui, peut-être qu'il faut penser à l'invention des caractères mobiles, à l'invention de l'imprimerie, à la première et la deuxième révolution industrielle. À chaque fois, il y a des passages vraiment très importants dans la révolution et dans l'évolution. Il y a un phénomène d'utopie. Avant, on attend une nouveauté immédiate. Ensuite, cette nouveauté immédiate n'arrive pas comme on se l'attendait. Donc, il y a un phénomène de désillusion. Mais dans l'attente, ces phénomènes travaillent dans la profondeur. Et ils produisent aussi des conséquences que l'on voit après des siècles. L'une des conséquences de l'invention des caractères mobiles que Gutenberg ne pouvait pas s'imaginer, c'était la réforme protestante, parce que quand on pouvait imprimer les Bibles, les gens n'avaient même plus besoin d'aller à l'église. Ou sinon la guerre des 100 ans, parce qu'avec la diffusion des pamphlets facilitée par l'imprimerie, la guerre des 30 ans, pas des 100 ans, pardon, a été quand même avantagée.
ce sont des phénomènes qui produisent des effets quand même importants et les avantages des coûts sur le reste de la collectivité sont pour beaucoup de personnes et ils demandent du temps pour être compris. Et dans ces 20 dernières années, qui a su vraiment profiter des opportunités fournies par cette époque, l'époque du numérique, et dans l'économie a fait sûrement des pas des géants. On n'a pas de passage dans l'évolution humaine où l'ascension du bien-être social ne passe pas par l'évolution et par l'innovation. Et si on observe des données importantes, si on regarde la photo de l'année 2000, on le regarde plus tard, on voit qu'il y a des entreprises avec des mentalités différentes de l'avant n'existent plus. Donc il y a des entreprises maintenant qui à l'époque étaient importantes et maintenant on a des entreprises différentes. Et si on regarde le standard 500 qui caractérise la mesuration des bourses dans les entreprises, on voit que les 5 premières entreprises de ce classement capitalisent en bourse une somme qui est supérieure aux produits en termes lourds qui est produit chaque année en France et en Allemagne. Il est évident donc que quelque chose d'important et de frappant s'est passé. Mais il est évident aussi que nous, on tend à voir seulement la partie qui nous fait peur, la partie qui provoque un changement important de nos habitudes. Et même si on voudrait penser différemment, l'être humain, essentiellement, est une espèce qui n'aime pas le changement. Le seul être donc, on ne veut pas le changement parce que on n'aime pas les changements dans la nature humaine. Et ensuite, on tend à considérer comme inacceptable ou jamais vu ce qu'il est en train de se passer en cet instant. Souvent, on dit des réseaux sociaux, et je ne veux pas nier tous les problèmes liés aux algorithmes, aux questions des oligopolies, mais souvent, la moteur et de la réalité qui sont divisives dans notre histoire récente. On voit par exemple que dans les années 70, on tirait dans les rues où on voyait beaucoup de morts dans la rue, en Espagne aussi, en Angleterre, en Allemagne. Et tout cela aujourd'hui, il paraît qu'on ne voit plus ce type de choses. C'est comme si cette chose terrible de la nostalgie qui est le seul sentiment auquel on ne devrait jamais nous laisser aller, la nostalgie de quelque chose qui a existé auparavant, c'est comme s'il nous ferait penser que ce qu'il y avait avant nous, c'était comme un espèce de Éden, des jardins de l'Éden incontaminés. Ce n'était pas ainsi. Je pense que c'est au niveau d'individuel, au niveau d'institution, on devrait vraiment être ouvert parce qu'on a beaucoup à apprendre en pensant de satisfaire les besoins de la collectivité et de l'individu en utilisant les opportunités de la nouvelle époque, comment les gens de l'économie ont su l'utiliser, parce qu'il n'y a pas de doute, les gens de l'économie ont su voir des choses que les institutions et les communautés n'ont pas su voir, n'ont pas été capables de voir. Et professeur Dekakov, est-ce s'est passé quelque chose de frappant et de grand ces dernières années? Donc, je voudrais que vous pouvez nous aider à imaginer ce qui va nous attendre dans les années prochaines. Comment vous conseillez de vivre les prochaines années, du point de vue aussi des phénomènes dont on vient de parler? Je pense par exemple à l'intelligence artificielle.
et aux thèmes liés à leur intelligence artificielle. Donc, comment on devrait rester face à ces phénomènes pour vivre les prochaines années et en accueillant ce qui de positif arrive et sans peur, sans avoir peur? C'est une très bonne question. Je dois dire que je suis la pensée de Macron qui disait que les technologies créent leur figure. C'est-à-dire que sa grande technologie a créé son éthique. Et en fait, l'une des découvertes la plus grande qui a été faite par lui est de se demander pourquoi Christ arrive au moment de la maturation en Grèce. Parce que Dieu s'est fait un Dieu personnel, quand avant c'était un Dieu du peuple. Donc ça veut dire que c'est très important le rapport personnel qu'il y avait avec ce Dieu. Je pense que la technologie numérique a sa propre éthique, mais nous, on ne la connaît pas. Les Chinois l'ont trouvée d'une manière particulière. Parce que quand on envahit la vie privée de la personne, le comportement social et éthique des gens doit être soit d'accord au changement ou sinon doit se détacher. Les Chinois ont inventé le crédit social qui impose de l'extérieur une manière de se comporter morale et éthique sociale. Parce que les Chinois ont une culture communautaire et nous, on a inventé une culture personnelle, au contraire. Et cette culture personnelle a créé sa propre éthique. Et certaines des valeurs de cette éthique sont fondamentaux et sont encore pratiquées par l'homme. Mais on doit créer un compromis avec cette nouvelle dimension. C'est-à-dire que nous, on doit avoir un sentiment plus ouvert envers la communauté. Et comme aujourd'hui on est dans une crise et que cette crise s'exprime par des fake news et une post-vérité, il faut dire que la situation d'aujourd'hui permet que le fait que la prise de parole des personnes, n'importe où dans le monde entier, c'est-à-dire aussi les gens qui n'ont aucune idée des choses qu'ils disent, de la valeur qui se trouve à l'intérieur et qui donc diffusent des fake news, des théories du complot. Alors nous, on doit enseigner à ces jeunes de la culture 2.0 une éthique du comportement sur les réseaux. Et cela devrait être généralisé. On ne peut pas laisser ces nouveaux nés de l'ère numérique le contrôle. Donc il faut se demander comment enseigner à ces jeunes le comportement éthique sur les réseaux et le fait que ces comportements est lié à une possibilité de survivre et non seulement une homologation. Donc les manières ont toujours été importantes pour civiliser les gens pendant l'âge de l'alphabet. Et donc il faut aussi aujourd'hui enseigner les manières de se comporter sur le web. Et cela, il faut le faire aussi au niveau du gouvernement et des écoles. Donc, on a l'avenir si on est capable de restructurer le modèle éthique de l'ère numérique. Cet avenir, décrit par le professeur, on a de l'avenir si on arrive à structurer une nouvelle approche, si on arrive à le terrain de l'approche numérique. Je pose la question, mais lequel pourrait être un chemin d'éducation et de formation pour les prochaines années? Un chemin qui puisse nous aider à faire ce type de parcours. Alors, les thèmes sont plusieurs. Il y a sûrement un thème lié à la conscience. C'est-à-dire qu'il faut comprendre comment le web fonctionne, comprendre comment les réseaux sociaux fonctionnent et qu'est-ce qui se passe si je passe 10 minutes sur Instagram, si je mets le « j'aime », c'est-à-dire le like, et comprendre aussi quels sont, c'est-à-dire qui possède les clés de ça.
Parce que, par exemple, avant, on parlait du moment où le web semblait être le lieu de la liberté. Et on avait l'impression que Obama, par exemple, se nourrissait de cette liberté. Mais probablement à ce moment-là, il y a eu quelqu'un qui, pour se justifier, a compris comment l'utiliser au mieux, cette technologie. Et aujourd'hui, on est dans une situation de oligopole et on parle on est au féodalisme avec des grandes compagnies auxquelles on demande d'être citoyen, car ils nous donnent un arrière de services merveilleux. Et ils nous donnent toute une série d'informations et de contenus. Si on pense par exemple aux grands canaux du on-demand où on regarde de séries télévisées ou les films, alors si on pense à ça, le premier pas est de comprendre comment tout ça fonctionne, pour passer à un niveau supérieur de conscience par rapport à où l'on est aujourd'hui. L'autre thème est, à notre avis, l'idéalisation du terme désintermédiation. On est dans dans l'époque où on n'est pas lié aux médias. Il n'y a pas un moment plus bas. Dei corpi intermedi, come si diceva nel secolo scorso, sono al loro livello più basso di popolarità in questo momento. Ils sont à un niveau plus bas de popularité en ce moment. On est en train de confier une intermédiation qui n'ont pas les contenus dans les profits. Donc, ils ont des profits. Il n'y a rien de mal en absolu. On revient au thème de la conscience. Donc, à qui on confiance l'intermédiation. Donc, on devrait penser à des thèmes dignes de notre confiance. Et les thèmes de la confiance ouvrent un monde qui est très intéressant. On parlait de ce qui s'est passé à Milan, dans les écoles, quand on se fiait au numérique pour dépasser le moment des crises. Combien de confiance on a en ce moment en la politique, en les administrateurs? Quel est le niveau de confiance moyen dans les politiques, dans les hommes politiques qui sont devenus de gros mots? Et je te vois transpirer. Mais c'est un thème important, même si tu transpires. On n'est pas les mensonges qu'on rencontre. Si on se rend compte qu'on est désintermédié, on est simplement médié par des autres. Parlando dal mondo delle istituzioni. Si on parle du monde des institutions, est-ce que vous pouvez nous aider à comprendre qu'est-ce que les institutions mais aussi les entreprises puissent faire pour aider ce chemin de conscience, de prise de conscience? Que c'est un chemin aussi d'éducation à vivre l'ère numérique de manière différente. Qu'est-ce qu'on est déjà en train de faire? On l'a dit, mais qu'est-ce qu'on imagine de faire dans les prochaines années? C'est ça la question. Alors, les institutions ne puissent pas faire quelque chose, elles doivent faire quelque chose. Et on l'a découvert tous, en particulier les villes, toutes les villes nationales, internationales. Et en fait, l'un des aspects positifs de cette période terrible a été l'union entre les villes. On s'est vraiment liés d'une manière très forte, car on avait tous les mêmes nécessités. Et le numérique était notre instrument.
notre outil. Donc, je partage ce que Gertine disait sur le thème de la prise de conscience, qui doit être aussi dans les institutions. Ce que j'ai vu dans mon parcours à Milan, que chaque projet de numérisation qu'on a développé a eu besoin d'être à côté, d'avoir à côté une formation interne des personnes et donc des travailleurs de la publique administration. Ils devaient le comprendre, ils devaient l'utiliser et comprendre surtout la valeur pour après le proposer et le diffuser aux citoyens. Donc le thème de la formation et de la prise de conscience est un thème qui doit être vu à 360 degrés. Un autre thème que je voudrais toucher aussi, si on tient compte du thème du meeting de cette année, et comment nous, les adultes et les institutions, on peut travailler afin que la confiance puisse passer par une épreuve de valeur. C'est-à-dire, si j'arrive à offrir à mes citoyens et à mon public un service qui puisse résoudre un problème pour eux, et toute la partie technologique est compliquée, je l'ai déjà développée moi-même, et la personne peut recevoir le document, le service, l'autorisation qu'elle cherchait. Alors cela m'aide certainement à conquérir de la confiance en tant qu'institution. Mais certainement, cela aide les gens à avoir un peu plus de confiance dans l'ère numérique, dans le numérique. Cela nous arrivait au début quand on commençait à pousser certains certificats numériques les premières années du mandat, 2016-2017, et les gens arrivaient et avec les cartes qu'ils avaient imprimées et nous demandaient si c'était vrai, si c'était authentique, si elle était acceptée. Et alors, c'était un paradoxe. Ils avaient fait l'effort, ils avaient compris, et après, arrivaient, ils faisaient la queue parce qu'ils avaient peur que ces cartes ne pouvaient pas être acceptées. Cela nous fait comprendre qu'il faut conquérir la confiance des gens, non pas par les mots, mais par une valeur qu'on offre. Et je conclue avec un thème que j'aime beaucoup, c'est le thème du support et d'aide aux plus jeunes. Il faut aider les jeunes à avoir du courage, même à travers le numérique, les réseaux sociaux, à être authentique, à comprendre quelles sont les informations justes, les informations vraies et erronées, à ne pas s'arrêter au titre, au grand titre, mais à aller à approfondir. Car un risque qui est lié aux réseaux sociaux est celui de nous habituer à une information qui soit superficielle. Je lis le titre, j'ai déjà appris, j'ai déjà compris, je suis déjà informé. Mais non, malheureusement, c'est pas comme ça. Il faut aider les jeunes à avoir le courage de s'informer pour après prendre une position. Parce que l'information consciente est celle qui nous rend libres. Et seulement quand on est libre, n'importe laquelle soit notre intention, on peut alors faire des choix. Avec cette idée, avec ces mots, Roberta Coco nous amène sur le thème de l'information, du rôle de l'information. On parlait avant, avec Gentine, du thème de la confiance. Mais pour les journaux et le monde de la formation, il n'y a pas du thème de la confiance, mais plutôt de l'importance de faire entendre leur voix dans ces scénarios. Mais si on ne trouve pas le bon parcours dans les années 20, qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'avenir de la démocratie en général, on a toujours vu comme lié à une information qui la défend d'une certaine manière. Alors moi, je crois que dans l'intervention de Roberta Koch, il y a au moins quelque chose en plus à souligner qui répondent en partie à la question que tu viens de me poser. La première chose que je veux souligner est le rôle des villes.
qui, même dans une clé de l'avenir, les villes sont un lieu d'ouverture, de partage, de savoir. Si je devais dire aujourd'hui comment je vois l'avenir des intermédiaires, les organisations, par exemple, de l'État qui sont en difficulté, les villes, malgré ça, au contraire, malgré les défis de ces dernières années, ont un avenir extraordinaire. Des grandes villes qui seraient devenir des centres numériques aussi. Une chose très importante que vous avez dit aussi est que répond à ta question, est le rôle des intermédiaires. C'est vrai qu'on est intermédiaire par des nouvelles forces, mais c'est vrai aussi que ce monde n'accepte pas, ne tolère pas des intermédiaires qui n'amènent pas de la valeur. C'est vrai de la publique administration, en particulier en Italie. Et en plus, on est le seul pays où il existait un certificat qui s'appelait certificat d'existence en vie, c'est-à-dire que je dois dire que je suis vivant et pour le dire, j'ai besoin de quelqu'un d'autre qui certifie ça. Et c'est vraiment une chose qu'un étranger, par exemple, ne peut pas comprendre. Mais c'est vrai en particulier que pour le média, pour l'information, tout ça, c'est vrai pour... Donc, si on répond à ta question, moi, je réponds en disant, mais comment les médias peuvent apporter de la valeur aujourd'hui? Parce que c'est vrai que les réseaux sociaux souvent répètent des choses qu'on a déjà entendu dire concernant du complot. Mais c'est vrai aussi que les réseaux sociaux sont un mécanisme infernal qui rend plus rapide un ventilateur bien plus grand. Ça dépend de ce que je jette à l'intérieur de ces ventilateurs. Si j'y jette des... Si j'y jette quelque chose qui ne va pas, on devrait donc se poser des questions parce que souvent, on pense que la seule manière... La nôtre, c'est l'économie de l'attention. Si on pense que la seule manière de garantir l'attention des lecteurs ou des citoyens soit celle de vraiment donner une grande nouvelle et non pas celle de construire quelque chose dans le temps, alors on n'aura pas d'avenir. Si on essaye d'utiliser les opportunités de notre époque, avant, on parlait de la difficulté du numérique, de la nécessité de rendre transparent la technologie. Restons 2-3 secondes loin des problèmes économiques et législateurs de ça. Mais quand on prend le portable, on prend pas on lit pas les instructions, on l'allume et cela marche. Donc ça veut dire que pour ce portable, quelqu'un a fait l'effort pour nous rendre accessible immédiatement cet objet. Donc l'utilisation de cet objet à travers le langage, à travers des formes de communication qui ne demandent pas un manuel pour l'usage. Et je crois que aujourd'hui, en commençant par les médias, parce que si on reste en dehors du flux de la communication et des médias pendant 2-3 jours, on est vraiment exclu de la communauté parce qu'on ne sait pas de ce qu'on est en train de parler. Pour ensuite arriver à au point de réussir que peut-être certains des paradigmes du XXe siècle, donc par exemple avoir un journal qui représente le monde jusqu'à ce moment précis, il n'est plus nécessaire parce qu'aujourd'hui c'est bien plus important étant donné le fait qu'il y a quand même beaucoup d'informations, mais il faut vraiment garder l'œil parce qu'il y a beaucoup d'attention. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui nous aide
à comprendre comment ce bruit de nouvelles est important ou pas. Si les médias commençaient à utiliser le numérique pour les opportunités et les potentialités qu'il y a dans les réseaux sociaux, dans les nouvelles, on pourrait le faire aussi avec les journaux en papier. Mais les journaux en papier qui arrivent à développer et à expliquer les choses de manière approfondie auront sûrement plus de l'avenir qui sont par rapport aux journaux qui sont seulement en ligne. Le dernier point dont je voudrais parler, c'est que dans les objets qu'on a en poche, donc dans les portables, il y a un pouvoir de calcul de combien elle en avait l'administration de la Maison Blanche en 1980. Donc, tous les ordinateurs des années 80 de la Maison Blanche avaient moins de pouvoir de calcul de ce qu'il y a dans l'un de nos portables qu'on a maintenant. Donc on devrait utiliser avec une bonne manière ce super pouvoir. Donc il faut quand même utiliser ce portable avec de la responsabilité. Dans cet objet, tu voyais aussi la possibilité d'utiliser ce super pouvoir, entre guillemets, de calcul, par exemple, dans la crise en cours en Afghanistan, pour trouver des solutions de manière différente de celles orthodoxes. Oui, ça c'est une chose à laquelle je pense beaucoup, et je crois que c'est un exemple qui vraiment rend l'idée. Il est en train d'arriver la fin de cet ultimatum. Donc, dernier délai, le 30 août, qui peut aller en dehors de l'Afghanistan, ça va. Mais après, les États-Unis devraient s'affiner, et on verra. Mais il ne reste que peu d'air et tout le monde a vu ce qui s'est passé et ce qui est en train de se produire à l'aéroport de Kaboul. Ce qui nous a appris le numérique, c'est qu'une communauté ne doit pas se baser nécessairement au concept de ethnie et de territoire. On peut être proche même avec des personnes qui sont de l'autre côté du monde, Rio de Janeiro, à Kaboul, seulement parce qu'on partage les mêmes valeurs, la même connaissance. Imaginez-vous que si on commençait à penser de cette manière, vous savez quoi, cher gouvernement de l'Afghanistan, nous faisons naturaliser toutes les personnes qui veulent sortir de l'Afghanistan et qu'on n'aurait pas eu l'occasion de les faire sortir avant le 30 août de manière numérique. Je pense que si on avait eu la possibilité de donner un passeport numérique à toutes ces personnes qui voulaient sortir de l'Afghanistan, peut-être il y penserait deux fois parce que peut-être il penserait qu'il est en train d'arrêter quelqu'un qui est citoyen européen. On pense donc qu'on pourrait faire un raisonnement de manière différente de ce qu'on pense maintenant. Ça serait vraiment bien utile. Merci. Je crois que à partir de ce débat, on peut bien comprendre les indices, même opérationnels, à utiliser dans ces années 20 qui vont arriver pour essayer d'imaginer comment vivre une bonne vie dans cet écosystème numérique sans s'arrêter aux difficultés d'utilisation et aux limitations. C'est vraiment une position de regard, de changer le regard par rapport à ce qu'on pourrait faire avec un portable, avec le numérique, pour faire des choses de manière différente par rapport aux scénarios déjà géopolitiques internationaux. Je crois qu'il nous sert, étant donné la transformation énorme dans laquelle on est. Il nous faut le regard que Copernico et Newton avaient quand ils regardaient les étoiles. L'idée de dépasser le concept que la Terre était figée et tout nous tournait autour. Il était rassurant le fait de penser que la Terre était au centre de tout, mais il y avait un petit problème, tout était faux. Donc il fallait un changement des perspectives. Le numérique nous pousse à ce changement des perspectives et les invités d'aujourd'hui nous ont aidés à comprendre quels sont les indices sur lesquels il faut travailler.
Et comme Massimo Rosso le disait, c'est à nous de le faire parce que la puissance des calculs d'administration Reagan des États-Unis, on l'a des années 80, on l'a maintenant. Donc pensez à l'administration Reagan des années 1980 avec cette puissance des calculs, quelle chose avait faite. Et imaginons quelque chose on peut faire maintenant avec cette puissance des calculs qu'on a en main. Je remercie nos invités pour leur contribution et je vous demande de faire un grand applaudissement pour nos invités. Grazie. Merci. Le meeting est presque terminé, mais vous savez que le meeting est fait par des bénévoles et demande aussi la participation de tous. Donc, je crois qu'il est important de se rappeler que même dans les dernières heures du meeting, il y a la possibilité de soutenir non seulement le meeting, mais le monde entier, le monde qui tourne autour du meeting. Cette année, les donations des personnes qui soutiennent le meeting sont destinées au Welcoming House de Kampala où Rose Bujingwe aide les femmes et les enfants qui proviennent des situations difficiles. Et il y a la possibilité de trouver dans le meeting des kiosques Dona Ora pour faire un don qui va aider ces projets très intéressants et utiles. Merci à tous et bonne continuation au meeting.